Donc maintenant, c'est quelqu'un qui va intervenir à Brest. Brest, vous avez la parole. Oui, bonjour. Je ne sais pas si on a le PowerPoint du coup. Ouais, si, c'est bon. C'est après. Donc nous, on se présente en fait, je suis avec mes associés, Angelo et Maxime à ma droite. On a monté une start-up qui s'appelle Before Wedding. Attendez, je ne sais pas si on va arriver dessus. Voilà, c'est après. Et encore après. Alors, je ne sais pas si vous entendez beaucoup parler de start-up, je pense, aujourd'hui. Et Michel Briand en a un peu évoqué tout à l'heure en parlant de Blablacar, Airbnb, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est des start-up. Qu'est-ce que c'est une start-up aujourd'hui? C'est une entreprise, en fait, qui part avec pas grand-chose. Qui part juste en se disant, bah voilà, je trouve qu'il y a un manque dans tel secteur. Je pense qu'il faudrait inventer telle chose et répondre à un besoin, en fait, qui n'existe pas forcément ou que quelqu'un a fait et qu'on pense faire encore mieux, quoi. Donc, du coup, soit ça peut être une innovation, genre on va lancer un produit qui n'existe pas et on a une idée vraiment innovante, soit ça peut partir sur une innovation sur de l'utilisation, c'est-à-dire par exemple sur Airbnb, ça se faisait déjà de louer son appartement, etc. Là, c'est juste qu'ils vont dire, bah, nous, on va faire un site web qui permet de le faire plus facilement, etc. Donc, c'est de l'innovation qu'on va appeler de l'innovation d'usage. Donc, nous, sur Before Wedding, on est plus sur ce genre d'innovation. On n'a rien créé de mirobolant, etc. Du coup, qu'est-ce que c'est une start-up autrement aussi? C'est des entreprises qui se créent et qui en fait partent avec très peu d'argent. Par exemple, nous, on part avec un capital de 2000 euros pour créer l'entreprise. Et en fait, du coup, l'objectif, c'est que potentiellement, en très peu de temps, peut-être en 3 ans, on va peut-être arriver à 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des choses qui peuvent aller très très vite. C'est dans le meilleur des cas possible. Et du coup, c'est aussi des entreprises qui potentiellement ont besoin de chercher des investisseurs. Donc, on va devoir aller démarcher des grosses entreprises. Genre, si on bosse peut-être dans la téléphonie ou des choses comme ça, on va aller démarcher des investisseurs comme Sony en disant, bah voilà, j'ai créé une invention, je pense qu'elle peut servir à vos téléphones. Est-ce que vous voulez investir dans mon entreprise et prendre des parts dans celle-ci, quoi. Donc ça, c'est des modèles un petit peu... enfin, les entreprises, en tout cas, marchent comme ça dans les startups. Si on peut passer à la slide suivante. Non, c'est qui fait ça? C'est vrai? Ouais, ok. Donc du coup, nous, c'est Before Wedding. Donc ça, c'est la page d'accueil de notre site qu'on voit donc du coup à l'écran là derrière. Ce qu'on a inventé, nous, c'est une plateforme qui permet aux gens qui se marient ou qui se pacsent de créer leur site web pour leur mariage. C'est-à-dire que si quelqu'un veut faire un site web pour son mariage et qui connaît pas du tout comment ça marche Internet, ni comment faire du code, ni créer un site en fait en règle générale, en fait les futurs mariés vont pouvoir créer leur site web automatiquement. Donc ils vont arriver, ils vont payer un abonnement, on leur demande quelques informations qu'ils remplissent, la liste de leurs invités, etc. Ils valident et là bim, ils ont un site web qui a été créé sur une plateforme où ils auront choisi même leur URL de site internet. Donc on peut mettre le nom et le prénom des futurs mariés.beforewedding.fr. Du coup, sur le site qui s'est généré tout seul, c'est-à-dire que nous, on a travaillé pendant 2 ans pour que ça marche, de générer un site comme ça. Il y aura tout un espace qui va être créé avec un espace de covoiturage. Les gens pourront participer à une cagnotte pour le mariage des futurs mariés. Il y a une liste de cadeaux et en fait, les mariés vont aussi pouvoir gérer toute leur liste d'invités. C'est-à-dire les gens, quand ils vont se connecter, leurs invités, ils vont dire on vient au mariage, on vient à 1, à 2, on vient à tel moment du mariage. Les enfants viennent le soir, ils viennent pas la journée, enfin, etc., quoi. Donc ils vont pouvoir donner toutes ces précisions. Et en fait, les mariés vont avoir accès à toutes ces informations automatiquement sur le site. Donc voilà ce que nous, on a créé. Et on a créé une deuxième entreprise aussi, où on est une agence web, et du coup, on fait tout ce qui est site internet, etc., et ça s'appelle l'agence B. Donc on a créé 2 boîtes. On peut passer à la slide d'après aussi, s'il vous plaît. Ce que j'ai. Oui, alors du coup, l'idée, c'est un peu de parler de nos parcours étudiants. Donc nous, on a une équipe, on est 3 là avec vous aujourd'hui là, et en fait on est une équipe de 5 personnes. Alors du coup, il y a Maxime qui est là, Angelo, moi, et après il y a Benjamin et Mathieu. Pardon. Et donc du coup, nous on est 4 à Brest, et par exemple Mathieu qui est tout à droite, il est à Paris. Donc en gros, on a tous un parcours différent. C'est-à-dire qu'on est tous arrivés dans la start-up et dans une start-up qui est dans le numérique, et on a tous des parcours étudiants qui sont différents. Donc moi, je suis directrice de l'entreprise aujourd'hui. Je suis la plus âgée de la boîte. Je suis la doyenne, on va dire. Je suis la seule qui ait des cheveux blancs. Et du coup, pour arriver là, j'ai fait un bac S spé maths. J'ai fait un doc de maths. Donc le doc, je pense que vous savez pas ce que c'est parce que ça n'existe plus en fait. Donc c'est un niveau bac plus 2 d'études.
Du coup, je voulais être contrôleur aérien et je voulais pas passer ma vie devant un ordinateur, donc j'ai décidé de changer de filière et je suis allée faire un UP information et communication. J'ai fait une licence infocom et j'ai fait un master image et multimédia. Tu pousses après ça qui? C'est bon? Il faut passer en fait la slide. Oui. Ah là c'est moi, c'est Angelo, je me présente, je suis directeur technique de l'entreprise. Donc moi j'ai eu un parcours aussi un peu atypique. J'ai commencé par un bac gestion de la faune sauvage, un truc qui a absolument rien à voir avec l'informatique. Après j'ai fait une première année de biologie et finalement j'ai fait un DUST à l'université, à la fac de sciences à Brest. Et donc là ça donne un bac plus 2 en informatique et j'ai fini par une licence pro. Et donc ça aujourd'hui je suis arrivé dans la start-up comme ça en faisant mes études à Brest. Et donc aujourd'hui, je m'occupe dans l'entreprise de toute la partie développement des produits, de tout ce qui est gestion des serveurs. Donc voilà, on n'est pas obligé d'avoir un parcours tout linéaire, scientifique pour arriver dans ce domaine-là non plus. Même si on veut être développeur et faire du code, voilà. Vous pouvez passer à la slide suivante. Bonjour, moi c'est Maxime. Je viens d'un bac en sciences techniques du marketing. Donc du coup, comme Angelo, j'ai fait la même formation. Je suis arrivé aussi dans le milieu du numérique via le DUST, la même formation. J'ai suivi ces 2 années-là. J'ai fini sur une licence en gestion de projet multimédia. J'allais dire la même chose, c'est qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir un parcours qui commence dans le numérique pour finir en numérique. Il y a plein de portes tout au long de votre formation qui peuvent permettre d'y arriver. Vous pouvez passer à la slide suivante. Les 2 autres qui sont dans l'équipe, Benjamin et Mathieu. Benjamin a fait pareil que les garçons, là, un Dustomic. Après, il a été faire une licence à Strasbourg, je sais plus dans quoi. En développement d'applications mobiles, il était fait. Ouais, c'est dans le téléphone mobile. Et ensuite, il y a Mathieu, lui, qui a fait alors lui, c'est notre directeur administratif et financier, et il a fait un bac hôtelier, il a fait un BTS hôtelier, et après, il est parti en école de commerce, donc il a fait 3 ans d'école de commerce, et maintenant, il est directeur administratif dans une grosse boîte à Paris, et du coup, il est associé aussi dans notre entreprise, mais il a un vrai travail à côté, pour lequel il est rémunéré, etc. Et du coup, il bosse pour nous le soir, de temps en temps, et puis le week-end, puisqu'il a pas besoin d'être là à temps plein. Nous 3 là qui sommes là, on bosse à temps plein sur l'entreprise actuellement. Et j'ai mis quelques slides pour, ce qui nous a amené là, et j'en ai pas parlé tout de suite tout à l'heure, parce qu'en fait, Maxime et moi, on a le même parcours, où on a été beaucoup dans les associations étudiantes, pardon, et ça, c'est des choses qui, par exemple, qui m'ont fait changer, moi, de filière, et de me dire que je voulais plus faire ce que je voulais faire à la base, et notamment rentrer dans la marine nationale et d'être contrôleur aérien, c'était mon objectif dans ma vie. Et en fait, du coup, de rentrer dans les assos et de m'investir dans des projets, de gérer des projets, etc., je me suis dit que je voulais aller partir là-dedans. Et du coup, faire du multimédia parce que j'en avais fait dans les assos et tout ça. Donc, il y a toutes vos activités extrascolaires qui peuvent aussi vous amener vers des choses auxquelles vous y attendez pas. Parce que moi, quand j'ai dû choisir ce que je voulais faire dans la vie, c'est-à-dire que ça soit en première où on choisit si on va en S ou quoi, ou que ça soit qu'est-ce que je vais faire après le bac. Donc, j'ai fait un doc de maths pour pas me fermer de porte. Mais les métiers aujourd'hui qu'on fait tous les 3, ils n'existaient pas vraiment en fait. C'était pas, on pouvait pas se dire. Même les filières n'étaient même pas vraiment ouvertes. Il y avait très peu d'écoles qui formaient au numérique. Donc voilà. Et sinon, notre quotidien à nous, justement, on passe pas notre journée non plus comme l'intervenante d'avant, ce qu'elle expliquait. On passe pas notre journée derrière un ordinateur. On fait beaucoup de choses. On a des rendez-vous clients parce qu'on a créé une agence web et du coup on va démarcher des clients pour essayer de vendre des contrats pour faire des sites internet parce que c'est ce qui nous permet de vivre au quotidien aussi. Faut être honnête là-dessus. On anime tout ce qui est la page Facebook, le compte Twitter de notre marque qu'on a lancé, Before Wedding. On travaille sur le site web pour l'améliorer. On a des rendez-vous avec des gens qui nous conseillent sur pourquoi notre site il convertit pas assez, c'est-à-dire que quand on a tant de visites sur notre site, pourquoi on n'a pas autant d'achats qu'on aimerait. Donc du coup on discute avec des gens pour améliorer l'interface, ça peut être plein de petits trucs comme ça. On participe à des salons, on a fait le salon du mariage il y a l'année dernière. Par exemple Maxime et moi hier soir on était à une soirée professionnelle jusqu'à 22h, avec des petits fours et tout ça quand même, mais voilà, c'est des choses qui peuvent aussi arriver. Qu'est-ce qu'on fait Ah oui, des fois on va surfer. Angelo et moi on est partis 10 jours là, surfer à Osgore pour se détendre un peu. Ça fait du bien. Et voilà, donc la vie d'une start-up, c'est plein de petits trucs comme ça. C'est pas linéaire, il y a plein de choses qui se passent et chaque jour est vraiment différent.
Et je voulais répondre aux questions qu'il y avait tout à l'heure sur combien de temps on travaille. Nous, actuellement, enfin, c'est pas un bon exemple et on peut vous dégoûter un peu, mais nous, on bosse de 10h à 11h le matin, à potentiellement 23h le soir. On bosse le samedi, des fois on bosse le dimanche. On n'a pas de journée où on travaille pas. On est toujours un peu dans notre truc. Après, c'est plus parce que là, on est des chefs d'entreprise au final et qu'on a pour objectif d'essayer de faire marcher la boîte. Et voilà, mais après, quand on est salarié dans une entreprise, enfin moi, quand je travaillais à Paris, je faisais les horaires, je faisais du 10h, 20h, quoi, on va dire à peu près. Et du coup, par rapport au salaire, moi, quand j'ai commencé à travailler, je gagnais 2000 euros net par mois. Et au bout de 2 ans, je gagnais 3000. Et j'avais en plus des primes à la fin du mois. Et je travaillais à Paris, donc c'est pas les mêmes salaires à Brest. Hein. À Brest, c'est un peu inférieur. Mais ça peut donner une idée, en fait, dans le numérique. Même en étant community manager, on peut commencer avec un salaire de 2000 euros sans souci, quoi. Il faut juste aller dans les bonnes entreprises, on va dire. Un community manager, c'est celui qui anime les pages Facebook. Donc vous êtes sûrement fan de plein de pages sur Facebook. Genre, ça se trouve, vous aimez, je sais pas, vous êtes fan de Vans, par exemple, les chaussures. Et en fait, il y aura, tous les jours, vous avez un petit message qui apparaît sur votre page, disant oui, les Vans, c'est génial, ou on participe à une compète de skate, ou des choses comme ça. Et du coup, ça, c'est une personne, en fait, qui est payée pour mettre ces statuts-là sur la page Facebook. Ce qu'on fait aussi, nous, sur notre page, et ça permet de gagner des fans, et puis ça permet, en final, de vendre des baskets, en fait. Voilà. Parce que les gens voient la marque, puis ils achètent, etc. Oui, je ne sais pas si vous avez des questions, ou si quelqu'un veut rajouter un truc. Non. Oui, en fait, les questions, on va les poser après. Ah, ok, pardon. Maintenant, on va Oui, les passer la questions seront parole à posées après. Simona. mais faut- C'est à moi. Bonjour, je m'appelle Simona Antine et je suis doctorante dans le département informatique de Télécom Bretagne. Je vais soutenir ma thèse dans quelques semaines. J'arrive donc à la fin d'un parcours de 3 ans, un travail de recherche qui a été assez intense, mais donc voilà, que j'ai envie de partager un peu avec vous aujourd'hui. Dans ma thèse, il s'agit d'un travail pluridisciplinaire, c'est-à-dire je travaille sur des aspects liés à l'éducation, à la médiation culturelle, mais également à l'informatique. Plus précisément, j'ai abordé les nouvelles technologies de l'information et de la communication, ce qu'on appelle communément, voilà, j'ai dit l'éthique. C'est un travail intéressant. Pourquoi? Parce que pour moi, vous allez comprendre pourquoi. Je parle de la médiation éducative et culturelle. Vous allez me poser la question, c'est quoi la médiation? Avec le numérique, la médiation est une forme particulière de transmission. Cette transmission est favorisée et même mise en place par le numérique. Plus concrètement, ce que j'ai fait dans ma thèse, j'ai créé un système informatique, une sorte de plateforme qui permet aux utilisateurs d'apprendre ou d'enseigner avec. C'est ce que Michel Briand appelait tout à l'heure des plateformes pour l'enseignement en ligne. Elle peut supporter par exemple les MOOC, la classe inversée. Et encore plus précisément, ce système que nous avons créé avec mon équipe à Télécom Bretagne permet par exemple aux élèves de se connecter en ligne et de découvrir des choses nouvelles, d'apprendre, d'approfondir leurs connaissances. Pour le professeur, cette plateforme permet de construire des cours ou des présentations en ligne pour leurs élèves. Pourquoi médiation éducative et culturelle? Parce que nous sommes intéressés beaucoup aux thèmes qui relèvent de la culture. Nous voulions étudier et surtout aider les gens à apprendre sur des thèmes relevant de la peinture, de l'art, de l'histoire, mais également des sciences et des techniques. Comment fait-on donc pour valoriser un tableau? Donc voilà, on s'est posé cette question. Comment on peut le présenter de manière intéressante pour que ça attire l'attention et pour que les élèves soient motivés à apprendre? Nous avons proposé un ensemble de ressources. Par exemple, pour un tableau, nous avons des vidéos, des textes, même du fichier son, de la musique. Et nous pouvons combiner toutes ces ressources afin de créer des présentations un peu originales, un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui.
Donc, comme j'ai dit, on peut l'utiliser à l'école, mais également dans un musée. Imaginez un conservateur de musée qui a un public et il veut adapter cette présentation à son public. Pour les enfants, il choisira des animations, peut-être, alors que pour les spécialistes, il choisira des vidéos un peu plus pointues. Donc, en fonction du public qu'il a devant, il adapte sa présentation. Donc, voilà, en gros, sur ce que ça porte, le système. Mais peut-être vous allez vous poser la question sur mon parcours, comment je suis arrivée à travailler sur ces sujets-là. À la base, moi j'ai une formation littéraire, j'ai fait des études de lettres modernes. Ensuite, j'ai fait un master pour enseigner le français et langue étrangère, donc aux personnes qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Suite à ça, j'ai commencé à travailler à Télécom Bretagne en tant que linguiste, disons spécialiste de la langue. Et à Télécom Bretagne, j'ai participé à plusieurs projets de recherche. Cela m'a paru très intéressant et lorsque l'occasion s'est présentée, j'ai démarré ma thèse. Ma thèse était très riche et ce que j'ai apprécié surtout, c'est le travail en équipe et la diversité des équipes. Parce que, vu mon sujet, j'ai été amenée à travailler avec des psychologues, avec des ergonomes, avec des historiens de l'art, bien sûr avec des ingénieurs en informatique également. Ce que j'ai aimé, c'est d'un côté donc cette diversité, mais également vraiment voir comment les informaticiens travaillaient. Vous savez, ça reste un monde un peu masculin, surtout peut-être parce que les filles imaginent que l'informatique se résume à la programmation et voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on voit pas trop l'intérêt. Moi j'ai eu cette occasion et honnêtement, coder, ça me paraît très intéressant. Donc ce n'est pas du tout incompatible avec mes préoccupations initiales. Donc j'ai appris énormément de choses et oui, j'ai l'intention à me mettre à coder sérieusement. Donc, vous avez compris, je ne sais pas coder parce que cela, je veux dire pas au niveau ingénieur, parce que cela ne fait pas partie de ma formation initiale. Mais mon apport dans ce projet de recherche a été un apport théorique, c'est-à-dire j'ai fait un ensemble d'analyses, j'ai visité des sites des musées, j'ai visité des plateformes sur Internet sur l'éducation, et après j'ai proposé des idées au niveau de la conception et du design. Derrière, il y avait les ingénieurs en recherche qui programmaient. On travaillait ensemble et peu à peu, chacun en apportant sa contribution, on est arrivé à ce produit final, ce système qui nous satisfait tous aujourd'hui. Mon témoignage aussi aujourd'hui, c'est pour dire que voilà, c'est un monde intéressant. Le numérique est riche et passionnant. Aujourd'hui, voilà. Ça m'a permis d'un côté de continuer mes préoccupations initiales, l'éducation, la pédagogie. Cela m'a permis d'un côté de vivre mes passions. Moi, j'aime beaucoup la peinture, j'aime bien aller au musée, tout ça. Et en même temps, ça m'a permis d'apprendre tout ce qui est outils pour l'enseignement. Donc, c'était mon intérêt. Le numérique me fascine pas mal, m'attire. Pourquoi ? Parce que, comme disait Michel Briand tout à l'heure, j'ai compris l'importance qu'il a aujourd'hui dans nos vies. Vous êtes tous d'accord avec moi que le numérique est partout aujourd'hui. Donc, j'ai compris son importance et j'ai compris aussi les transformations qu'il peut amener dans nos vies. Par exemple, parmi toutes les transformations, au niveau des métiers, le numérique a apporté une mutation des métiers. Si avant, les métiers étaient bien délimités, donc disons les informaticiens travaillaient un peu de leur côté, les psychologues, les historiens de l'art de l'autre côté, aujourd'hui les projets sont de plus en plus complexes, mais aussi pluridisciplinaires. Donc les équipes sont variées. Pardon. Les compétences sont variées et il y a un besoin d'aller vers cette pluridisciplinarité pour avancer ensemble. Donc le fait d'avoir un parcours littéraire, ça ne m'a pas du tout empêché de trouver ma place dans une équipe de recherche dans le département informatique, en plus dans une grande école d'ingénieurs. Donc mon témoignage, encore une fois, ici c'est pour vous encourager à y aller, à ne pas être
ne pas avoir peur de ce que coder signifie programmation. C'est accessible à tous. Il faut juste un petit effort. Et surtout, le côté humain revenait tout à l'heure plusieurs fois. Bah oui, mais ça fait partie de nos vies. On a et il faut oser et faire partie, être acteur de ce monde en transformation, un monde qui reste quand même assez riche et passionnant. Voilà, merci. Merci, Rika Simona. Donc, on passe la parole à Lannion. Alors, on ne sait pas si Nathalie Mironnet est arrivée à Lannion? D'accord. Super. Bon, vous me ferez signe si ça passe pas. Donc bonjour, je suis Nathalie Mironnet. Du coup, Lannion m'écoute là. Je vois qu'ils sont plus dissipés. Donc je suis solution architecte avant-vente chez Alcatel-Lucent. Bon, c'est un peu barbare comme nom. Donc pour essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est mon travail, j'imagine que vous avez tous un téléphone portable. Vous l'avez pas sur la table là, je sais. On vous donne des consignes de ne pas sortir avec votre téléphone, hein, c'est ça? Donc, qui c'est qui n'a pas de téléphone ici? Ou qui c'est qui en a? Ah voilà, bon. Ah, c'est un sujet houleux peut-être avec les parents. Bref, alors, quand vous envoyez un SMS ou quand vous faites un appel téléphonique avec vos petits copains, copines, par où est-ce que ça passe à votre avis? Par où passe par où ça passe un appel téléphonique ou un SMS? Par un réseau. Qui c'est qui le fournit, ce réseau? Les opérateurs, voilà. Est-ce que vous pouvez me donner un nom d'un opérateur? Voilà, un autre. Free, Orange. Et à votre avis, qui c'est qui fournit ces équipements à ces opérateurs? Alcatel, voilà. Il y en a d'autres, hein, malheureusement. Donc voilà, comme vous avez toujours des besoins, et c'est vous en fait qui avez besoin de nouvelles fonctionnalités, et c'est grâce à vous ou à cause de vous, on va dire, je ne sais pas, que les réseaux ont besoin d'évoluer. Les technologies aussi évoluent. Hein, vous prenez n'importe quel PC, un PC d'il y a 10 ans évidemment est complètement obsolète. Du coup, il faut le mettre à jour. Donc voilà. Ce que nous demandent en fait tous ces opérateurs téléphoniques là que vous m'avez cités, ils vont émettre un appel d'offres. Enfin, un appel d'offres, c'est un devis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, ils vont venir vers tous les fournisseurs d'équipements télécom, bon, Alcatel en fait partie, et vous demandez, voilà, combien que ça coûte. Là, j'ai beaucoup d'abonnés. Là, j'ai beaucoup d'abonnés supplémentaires. Combien ça me coûte de faire une extension de mon réseau? On va dire, j'ai besoin de 1 million d'abonnés supplémentaires. Voilà. Donc sur ce, je m'en vais, je calcule combien, pour ce que me demande cet opérateur, combien ça va me coûter. J'arrive avec un total et je le présente à SFR, je lui dis, bon voilà, ça va vous coûter 10 millions. Ah non, c'est pas possible, c'est trop cher. Bon, évidemment, c'est toujours trop cher. Donc il faut aller lui expliquer, mais voilà, pour 10 millions, vous avez ça. Quel est le contenu de notre proposition pour 10 millions? Voilà. Donc sur ce, ensuite s'embraye une négociation, on va dire, des prix. Donc ça, c'est un aspect que moi, personnellement, je ne gère pas parce que ça, c'est des aspects commerciaux. Donc voilà, là, je vous ai pris l'exemple des SFR. Évidemment, il y a beaucoup d'opérateurs à travers le monde. Donc Alcatel est une boîte internationale. Et on intervient dans tous les pays d'Europe et du monde. Donc ça veut dire beaucoup de voyages. Donc il faut être prêt à préparer sa valise. Mais bon, si on veut voyager moins, on peut toujours s'arranger. Ça veut dire aussi que l'anglais est obligatoire. Donc je sais qu'il y a une intervenante qui l'a dit tout à l'heure, ne pas négliger l'anglais. Hein, ça vous ouvrira beaucoup de portes. Alors, pourquoi j'ai choisi ce métier ? Donc, une fois que j'ai eu mon bac en poche, bon, j'avais envie d'un métier qui me plaît, évidemment, hein, comme tout le monde, et un métier surtout où il y ait des débouchés.
Hein, c'est pas la peine de faire 8 ans d'études pour se retrouver sans travail. Hein. Enfin, c'était ma perception en tout cas. Donc j'ai préféré, je suis d'un naturel prudent, hein, donc j'ai préféré faire des études courtes, quitte à avoir un diplôme en poche au bout de 2 ans, et si ça me plaisait, faire des poursuites d'études. Donc c'est pourquoi je suis arrivée ici, à l'IUT de Lannion, section informatique dans cette IUT. Hein, j'étais à votre place là, il y a quelques 25 ans maintenant. Et donc j'ai eu mon DUT. Ensuite, je me suis dit, je vais peut-être faire une poursuite d'études parce que bon, ça me plaisait bien. Et j'avais aussi envie de voir le monde et j'aimais beaucoup l'anglais. Donc à l'IUT ici, on proposait des poursuites d'études à l'étranger. Sur ce, je me suis retrouvée en Angleterre. J'ai fait ma poursuite d'études en Angleterre pendant 3 ans. Et comme on m'a proposé d'y travailler, je suis restée travailler en Angleterre. Donc j'y suis restée un paquet d'années et ma foi, avec le recul, je me dis que pour la décision d'aller en Angleterre, c'était sûrement une des meilleures décisions que j'ai prises parce que ça m'a ouvert vraiment les yeux. Enfin, il y a beaucoup de postes auxquels je peux postuler maintenant grâce à mon niveau d'anglais. On ne se rend pas compte du nombre, enfin de l'importance de l'anglais. Et dès qu'on veut faire un petit peu de travail à l'international, c'est vraiment primordial. Donc voilà, j'ai fait mon master en traitement d'image en Angleterre. Ça restait très très technique dans un domaine un petit peu très pointu. Donc j'ai recherché sur des images satellites, j'ai fait de la prévision météo. Donc les images météo que vous voyez le soir, c'était ça mon job en Angleterre. J'ai aussi recherché des cancers du sein, voilà, donc un domaine très varié. Ensuite, je suis rentrée en France et donc avec le background technique, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire n'importe quoi. Donc, je me suis retrouvée formatrice parce que je parlais anglais et parce que j'étais technique. Et de là, de fil en aiguille, donc voilà, je suis maintenant à Alcatel dans un poste qui n'est pas du tout figé. Hein, j'ai fait plusieurs boulots à Alcatel. Je suis passée aussi de la formation à la gestion de projet. Donc là, maintenant, je suis en avant-vente. J'ai aussi fait un petit peu de recherche et développement. Hein, la recherche et développement, c'est en fait développer des produits. Hein, donc là, on reste dans la technique. Hein. Donc si vous voulez, avec une formation numérique ou technique, vous pouvez très bien faire du technique si ça vous plaît, hein, rechercher les erreurs dans le code à la virgule près, ça me plaît bien aussi. Ou vous pouvez aller plus vers des métiers de communication. Il y a même des collègues à moi qui en fait étaient techniques comme moi, qui se retrouvent maintenant RH au sein de l'entreprise. Donc voilà pourquoi mon métier me plaît, parce qu'il est très varié, techniquement et dans tous les domaines en fait. Hein. Techniquement, on est vraiment à la pointe de la technologie. C'est pas parce que j'ai fait mes études que c'est terminé. Ce que j'ai appris à l'IUT, ça me sert plus à rien parce que ces langages de programmation là sont dépassés. Hein. Le COBOL, on n'en fait plus. Le Pascal, on n'en fait plus. Hein. C'est vraiment maintenant. Bon, les langages sont beaucoup plus évolués, mais ça m'a appris une façon de réfléchir. Donc évidemment, c'est toujours ça qu'il faut retenir, qu'il faut prendre. C'est pas parce que ce que j'ai appris, les langages sont différents. La méthodologie est toujours la même, la façon de penser, l'autonomie que vous allez acquérir est toujours la même. Voilà. Donc le métier, bon, comme je dis, il est très varié. Il y a l'esprit d'équipe. Vous verrez que l'éthique, les défauts ou les qualités que vous avez maintenant en tant que lycéen ou collégien, vous les garderez. C'est des atouts. Je sais pas, quelqu'un qui est très pointilleux, très carré, ça va être un atout pour lui. Hein. Faut pas, les compétences que j'avais et que je les ai gardées, ça m'a un petit peu dirigé vers des postes où je suis maintenant. Quelqu'un qui est très pointilleux va se retrouver dans un domaine où il faut avoir beaucoup de rigueur dans le travail. Hein. Quelqu'un qui aime bien les langues, il est peut-être comme moi, hein, il se retrouve à faire du démarchage commercial vers des clients. Donc vraiment, tout est ouvert. C'est pas parce que moi je suis pas geek, hein, le week-end je ne passe pas mon temps à réinstaller mon PC, même si certains de mes collègues le sont. Voilà, ça m'empêche pas en fait de m'épanouir dans mon travail. Voilà. Donc je vais passer la main à ma prochaine interlocutrice, qui est donc Lindsay Bailly depuis Lorient, c'est ça? Merci.
Bon. Donc bonjour à tous, donc je m'appelle Lindsay Bailly, je suis encore étudiante et j'ai 22 ans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surtout vous présenter mon parcours. Donc en fait en 2011, donc j'ai obtenu mon baccalauréat scientifique avec option physique-chimie et ensuite j'ai décidé de faire un DUT réseau et télécommunications. C'est un diplôme en fait qui permet d'avoir des compétences dans l'installation et la maintenance des réseaux de télécommunications, c'est-à-dire les réseaux de tablettes, de téléphonie, d'ADSL, Internet, enfin tout ce qui est interconnecté. C'est une formation donc, qui est en 2 ans et en deuxième année donc j'ai fait un stage dans une grosse entreprise d'opérateurs, donc Orange par exemple. Et donc durant ce stage de 10 semaines, j'ai été coordinatrice de projet pour une mutation d'une offre Internet. Donc en fait, mon rôle était de gérer différentes équipes, des équipes de production, le client, les équipes de projet au sein d'Orange. Et en fait, de gérer toutes ces équipes pour assurer l'évolution de l'offre et respecter les temps impartis. Et j'ai donc obtenu donc, ce diplôme en 2013. Ensuite, donc, j'ai décidé de continuer mes études. Donc, je suis actuellement en fait en 3e année du cycle ingénieur à l'ENCIBS, donc en formation cyberdéfense à Vannes. En fait, c'est une formation qui a été créée donc en septembre 2013. Donc, je suis donc issue de la première promotion. Enfin, je vais en sortir en septembre l'année prochaine. C'est une formation en fait qui permet de protéger les entreprises de toutes les attaques informatiques. Il faut savoir que les entreprises les plus touchées par les attaques sont les entreprises d'importance vitale. Donc, pour vous donner un exemple, c'est les entreprises issues de la santé, des entreprises de l'énergie ou des entreprises, par exemple, des opérateurs mobiles. Et donc, le but de cette formation, c'est d'assurer la protection des entreprises contre ces attaques. Donc, cette formation, on a l'opportunité, en fait, de traiter un bon nombre de domaines donc, dans la sécurité, aussi bien la sécurité des réseaux, la sécurité, donc, comme on parlait tout à l'heure, de programmation, donc la programmation des logiciels, et la sécurité de base des systèmes. En plus, donc, des compétences techniques qu'on doit aborder donc, dans cette formation, on a aussi des compétences sur le facteur humain, tout ce qui est les cours d'économie, de gestion, et surtout l'anglais qui est très important, parce qu'il faut savoir que si on n'a pas un certain score à ce TOEIC, on n'a pas notre diplôme d'ingénieur, donc l'anglais est vraiment très important. Voilà. En plus, donc le plus de cette formation, c'est qu'on a inauguré en fait un Cyber Security Center donc au mois de septembre. C'est un centre de recherche et de formation dans les gestions de crises cybernétiques. Donc, dans ce centre, nous avons une salle qui permet de faire des simulations d'attaques informatiques, qui est une autre salle qui permet de les analyser, de comprendre, de les détecter et ensuite de protéger donc les entreprises pour y remédier contre ces attaques. C'est en plus donc un laboratoire de recherche pour les personnes qui font des tests, par exemple. Et il faut savoir aussi donc, cette formation est en alternance. Donc, je suis donc la moitié de l'année donc, dans une entreprise. Donc tous les mois, je suis étudiante, mais tous les mois, j'ai quand même un salaire, donc ce qui est quand même pas négligeable. Moi, donc, je suis dans une grande entreprise qui est donc sur Cholet, donc je suis à Thales. Et ce fait d'être en alternance, donc ça permet d'appliquer directement les compétences qu'on a apprises en cours, en fait, dans le monde professionnel. Ça permet aussi d'avoir un plus pour plus tard, pour être embauché, en fait. Vu qu'on a déjà une expérience de l'entreprise, on a plus d'importance que les autres personnes qui n'ont pas fait cette formation par alternance. Voilà, je vous remercie. Avez-vous des questions ? Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Samuel Clanchin. Donc, moi, je suis directeur technique dans une société qui s'appelle Etiam. Donc, c'est une société qui travaille dans le domaine de la santé. Donc, en fait, notre produit phare, en fait, c'est une plateforme de télémédecine. L'objectif de cette plateforme étant de mettre en relation, en fait, des professionnels de santé entre eux. Un exemple très concret d'application, c'est vous arrivez aux urgences. L'urgentiste fait passer un certain nombre d'examens, un certain nombre de radios, ça peut aller jusqu'au scanner, mais il n'a pas les connaissances suffisantes, il n'a pas tous les éléments pour pouvoir vous poser un diagnostic sur votre cas. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un dossier via une application web qu'il va envoyer à des experts qui sont dans des hôpitaux distants. Ces experts recevant tous les examens, tous les éléments et étant capables d'aider en fait le médecin dans son diagnostic.
Donc voilà ce que fait cette société-là. Donc on est une cinquantaine de personnes. La maison mère est à Verne-sur-Sèche. On a aussi des bureaux donc aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne et en Italie. Donc sur ces 50 personnes, moi en fait la direction technique comprend une vingtaine de personnes avec des profils différents. Donc c'est important parce que par rapport au métier du numérique, c'est-à-dire que dans une équipe comme celle dans laquelle je suis, on va trouver des gens qui font du développement, des personnes qui font du test, des personnes qui vont faire du support utilisateur. On a aussi une personne qui fait de la rédaction documentaire, donc en plusieurs langues. Et on va retrouver aussi des chefs de projet et des chefs de produits. Donc je reviendrai après en fait sur toute cette partie-là. Donc qu'est-ce qui m'a amené à ce poste-là aujourd'hui? Donc moi j'ai un bac scientifique, donc j'ai eu il y a 17 ans, donc ça remonte. Voilà, à l'issue de ce bac scientifique, je me suis posé la question de qu'est-ce que je voulais faire. À cette époque, j'avais pas la réponse. Donc je me suis dit, pour faire simple, je vais continuer dans la lignée, donc je vais partir en fac de sciences. J'ai fait 2 premières années de fac. La première année, j'étais pas, on va dire, pas très assidu. Je pensais plus à faire la fête qu'à travailler. Donc j'ai rebelote, donc j'ai redoublé cette année. Donc la deuxième année, je me suis quand même posé un peu plus en me disant, voilà, qu'est-ce que tu veux faire? N'ayant toujours pas la réponse, je me dis, je vais partir dans une filière où je sais qu'il y a du débouché, et une filière aussi qui peut m'offrir la possibilité de faire des stages, donc d'avoir un premier contact avec l'entreprise. Donc c'est l'époque en fait où se sont créés les IUP, donc qui amenaient à un bac plus 4. Donc moi ça m'intéressait parce que ça permettait de faire en deuxième année 2 mois de stage, et en troisième année j'avais aussi 4 mois de stage. Donc j'ai fait un UP au Mans, donc c'était micro-informatique et microélectronique. Donc là c'est intéressant parce que je me suis rendu compte que la microélectronique c'était pas mon truc. Donc moi j'étais plus dans l'informatique, plus le code, c'était plus ça qui me motivait. Donc j'ai obtenu mon IUP. Ensuite j'ai fait une année d'armée parce que voilà, le service militaire était obligatoire. Donc une année que j'ai pas perdue puisque en fait dans le cadre de cette année-là, j'ai pu intégrer en fait un service informatique de l'armée. Donc c'était c'était en 96. Donc c'était un peu le début du web, c'est-à-dire que là ma mission c'était de développer un site internet pour l'ESAT. Donc c'est l'école des transmissions qui se trouve à Cesson. Donc c'était vraiment le tout début du web, c'est-à-dire que les pages étaient statiques, tout était codé en dur. Les seules animations qu'on pouvait trouver dessus, c'était des petites images, des petites icônes animées. Donc ça m'a bien plu. Là, je me suis dit effectivement, je suis bien dans la filière. Et à l'issue de cette année, je me suis dit, j'aimerais bien faire une année supplémentaire pour avoir bac plus 5 et un niveau d'ingénieur. Donc j'ai fait un DESS, qui est l'équivalent du master maintenant à l'ISTIC, donc à l'université de Rennes. À l'issue de ce DESS, donc j'avais un stage chez Orange. Orange ne proposait pas de poste à l'issue du stage, mais mon responsable de stage connaissait une personne dans une société qui s'appelait le Teamlock, qui s'appelle Open maintenant, qui est une société de services en informatique. Alors une société de services en informatique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est de la prestation de services. On va être amené à travailler avec différents clients, des grands comptes par exemple, comme Orange, Thomson, des clients pour lesquels j'ai travaillé. Et on va les accompagner dans le développement de leur application informatique parce que ils ont à l'instant T pas forcément le nombre de ressources suffisantes ou alors pas forcément les compétences et ça les intéresse pas d'embaucher des gens en CDI pour avoir ces compétences-là. Donc en fait, j'ai intégré cette société en tant que développeur. Donc là après j'ai eu un parcours, j'ai fait du développement pendant 4 ans. Ensuite j'ai fait de la gestion de projet, je suis devenu chef de projet. Et pour finir, j'ai fait de la direction de projet. Donc c'est quoi les différences entre ces différents postes? Donc le développeur, il code l'application. Le chef de projet, lui, supervise un peu plus l'ensemble. Il est là pour respecter des plannings, faire des spécifications sur ce qui doit être réalisé, comment on va le réaliser. Et lui, le directeur de projet, est plus en fait sur des phases d'avant-vente et plus un suivi, on va dire, économique du projet. C'est-à-dire, est-ce qu'on va rentrer dans nos marges, est-ce qu'il faut mettre des ressources supplémentaires, gérer des achats, des choses comme ça.
Donc j'ai fait dans cette société, j'ai fait 12 ans. Au bout de 12 ans, j'ai souhaité changer. Pourquoi? C'est une remise en cause en fait. C'est-à-dire que j'avais pris un peu mes habitudes. Quand j'étais face à des difficultés, je savais comment les résoudre. Donc voilà, j'avais envie un peu de me donner un challenge. Donc là, mon souhait, c'était d'intégrer une plus petite structure, puisque chez Open, on était 3500. Donc là, j'ai intégré une petite société qui s'appelle SIM, qui travaille aussi dans le domaine de la santé. Donc là, en fait, cette société-là, elle a deux axes principaux, donc qui sont la réalisation de sites web pour des sociétés savantes. Une société savante, c'est une association de médecins. Une association de médecins, c'est par exemple l'association des radiologues, des gastro-entérologues, ainsi de suite. Donc on développe les sites web de ces associations. Et on participait à l'organisation des congrès de cette association. Donc c'est-à-dire que tous les ans, en fait, ces associations organisent un congrès où réunissent un certain nombre de professionnels, il y a des conférences. Et donc là, une de nos missions, c'était de capter en fait toutes les conférences. Donc les PowerPoint qui étaient diffusés, l'audio, la vidéo, l'objectif étant de constituer une base de connaissances à destination de tous les professionnels de santé. Pourquoi j'en parle? C'est pour vous montrer qu'en fait dans l'informatique, c'est très varié. Chez Open, je travaillais dans le domaine des télécoms, j'ai travaillé dans le domaine de la télévision numérique. Là, après, je suis parti dans le domaine de la santé avec organisation de congrès, développement de sites web. Et maintenant, je suis encore toujours dans le domaine de la santé, mais sur des solutions, des applications qui sont différentes. Donc en 17 ans, j'ai vu tout un certain nombre de choses, que ce soit en termes de domaine fonctionnel ou de domaine technique. Donc sur ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui me plaît? Donc il y a la partie management qui est très très intéressante, puisque donc c'est une vingtaine de personnes, donc c'est des personnes qui viennent de profils différents, qui ont des personnalités différentes. Donc il faut pouvoir composer avec chacun. Donc c'est beaucoup de relations humaines. C'est-à-dire ce qu'il faut voir, c'est que le numérique, c'est pas effectivement des geeks, des chevelus et des barbus qui sont derrière leur ordinateur. Ça va au-delà de ça. C'est des relations humaines. C'est du dialogue. C'est pas que du code. Effectivement, c'est là pour nous faciliter la vie. Donc effectivement, quand on pose la question tout à l'heure, qui était une très bonne question, quelle est la place de l'homme derrière tout ça? L'homme a encore sa place, donc voilà, dans le travail, mais aussi par rapport à notre solution de télémédecine. Effectivement, on propose aux médecins d'échanger des éléments par Internet, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que les médecins, ils continuent quand même à s'appeler derrière. L'humain est quand même toujours là. Donc ce qui me plaît aussi, c'est qu'effectivement, c'est un monde qui bouge, donc il y a tout un travail de veille technologie à faire. C'est-à-dire que nous, on a un produit, notre produit évolue. Par exemple, se pose la question de mettre de la visioconférence dans le produit. Une partie de mon travail et du travail de mon équipe, c'est de choisir la meilleure solution de visioconférence possible, en prenant en compte un certain nombre de paramètres. Le coût, le temps qu'on va mettre à la mettre en place, est-ce qu'on a les compétences suffisantes pour le faire. Donc voilà, il y a toute une partie aussi veille techno. C'est un métier qui évolue en permanence. Sinon, on a parlé aussi des études tout à l'heure. Donc pareil, je parlais de l'équipe où il y avait différents profils, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs, mais aussi de la place pour des techniciens. Voilà, tout le monde dans l'équipe n'a pas le même parcours. Donc il y a de la place en fait pour tout le monde. On a aussi des esprits créatifs. Je pense tout à l'heure au directeur artistique de Before Wedding. Voilà, nous on a aussi des gens qui viennent d'un univers artistique parce qu'on a besoin de leurs compétences, de leur créativité, de leurs compétences graphiques notamment. Voilà pour mon parcours, ce que j'ai fait, mes motivations et ce qui me plaît. Merci. Bonjour.
Alors moi, je suis Gaëla van der Hagen et je travaille en tant qu'ingénieure du système d'information à l'Université européenne de Bretagne. Principalement, et pour faire un petit peu synthétique, je m'occupe beaucoup des salles dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, de faire en sorte qu'elles fonctionnent et qu'elles apportent aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs l'ensemble des fonctionnalités qu'ils sont venus y chercher. Alors, on parlait de l'humain. Je crois que ce type d'équipement amplifie l'humain et amplifie la nécessité de l'humain. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais pour qu'on puisse avoir une conférence, il s'est passé 7 années. 7 années durant lesquelles beaucoup de gens ont travaillé à de la conception, à de la création, à de la mise en œuvre, à de la coordination. Il s'agit de faire travailler ensemble beaucoup de métiers, aussi bien du bâtimentaire que de l'informatique, que de la RH, que de l'organisationnel. Il s'agit aussi de coordonner beaucoup d'entreprises qui vont réaliser des travaux pour qu'au final, des étudiants puissent recevoir des cours de n'importe où dans le monde, puissent recevoir les mêmes cours au même moment dans des amphis différents, pour que des chercheurs dans différentes salles puissent avoir des réunions alors qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ou alors en avoir plus souvent et se déplacer qu'une fois par semaine. C'est aussi très intéressant. Alors qu'est-ce qui m'a amené jusqu'à ça? Eh bien, vous allez voir que des fois, il y a des parcours qui se croisent et s'entrecroisent sans le savoir. Je viens d'apprendre qu'en fait, j'ai eu un parcours assez parallèle à celui de Monsieur Clanchin. Et c'est assez amusant, puisque moi aussi, j'ai été formée par l'IFSIC, qui ensuite a eu ses cycles de formation confiés à l'ISTIC. Donc j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique et télécommunications, et qui aujourd'hui, comme tout change dans le numérique, tout change aussi dans les formations et dans l'organisation, aujourd'hui est délivré par l'ESIR, l'école d'ingénieurs de l'Université de Rennes. J'ai reçu une formation universitaire de grande qualité et dans beaucoup de domaines, puisque j'ai aussi bien étudié le signal aléatoire que la programmation en C. Donc ça, c'est très varié, mais en même temps, ça ne forme pas à l'humain. Donc j'ai choisi de partir 2 années en coopération, parce que je me suis dit que dans le monde professionnel, on a affaire aussi à des êtres humains et qu'il faut s'y former. Je suis partie 2 ans dans un engagement au Cameroun et j'ai enseigné. Et j'ai enseigné, donc ça veut dire que j'ai exercé un métier qui n'était pas le mien. Ça m'a imposé une ouverture à un autre métier et à essayer de comprendre les métiers des autres. Ça m'a aussi imposé de connaître la culture camerounaise, d'accepter que l'on pense différemment de ce que je pensais depuis que j'étais née, d'accepter aussi de me remettre en cause et puis aussi de faire preuve de beaucoup d'autonomie. Je suis rentrée en France et j'ai eu envie, moi aussi, de travailler en société de service. Alors j'avais travaillé pour Aristel juste avant de partir, le temps de préparer mon projet. Aristel est devenu Teamlog, qui ensuite est devenu Open. Voilà. Et donc j'ai travaillé en société de service à mon retour, une société qui aussi n'existe plus aujourd'hui en tant que telle, qui est devenue Altran aujourd'hui. Et puis j'ai pu avoir une expérience professionnelle très large. C'est l'intérêt des sociétés de service. Vous pouvez travailler pour beaucoup d'entreprises et sur beaucoup de métiers. J'ai découvert beaucoup de choses et puis j'ai ensuite rejoint Orange en tant que responsable service client. Donc moi, je n'ai pas fait mon stage à Orange, mais j'ai ensuite rejoint Orange. Un responsable service client, c'est comme un chef de projet. Il va organiser, il va coordonner, mais une fois que tout est installé. Alors quand c'est installé, ça ne fonctionne pas tout seul en fait. Ça semble fonctionner tout seul et pour donner cette impression, il faut que des gens y travaillent pour que dès que quelque chose tombe en panne, on puisse le réparer. Et le mieux du mieux, c'est de faire en sorte que ça ne tombe pas en panne. Pour que ça ne tombe pas en panne, il faut prévoir. Donc on positionne ce que l'on appelle des métriques, des indicateurs. On regarde comment ça marche. On se renseigne sur les métiers de nos clients, sur leurs besoins. On fait évoluer les plateformes en fonction des besoins. On anticipe. Et c'est tout l'intérêt du métier. J'ai pu aller découvrir les métiers de mes clients, essayer de comprendre comment ils avaient envie de faire fonctionner leur système d'information, les accompagner dans ces évolutions. J'ai dû aussi aller à la rencontre de l'entreprise qui m'avait embauché, Orange. J'ai pu découvrir l'ensemble des équipes d'Orange Business Service, aller à la rencontre de chacun, aller
comprendre qui je devais solliciter pour mieux résoudre quel problème, comprendre l'ensemble des procédures de fonctionnement d'une très grande entreprise. Sur Rennes, il y a plus de 1000 personnes, donc comprendre comment ça fonctionne et ça interagit. C'est passionnant, et puis ça m'a donné cette chance incroyable de pouvoir travailler à l'international avec des très grandes entreprises où j'ai eu cette opportunité de pouvoir enfin parler l'anglais qu'on nous apprend et on ne sait pas pourquoi. Et bien là, on comprend et c'est génial. J'ai pu parler allemand. J'ai pu avoir des opportunités grâce au fait d'avoir simplement appris ça à l'école. J'ai jamais habité en Angleterre, j'ai jamais habité en Allemagne et je parle couramment anglais. Parce que simplement, j'ai utilisé mon téléphone, la visioconférence et puis j'ai su saisir ces opportunités. Je pense que c'est ce qu'il faut savoir faire, saisir des opportunités. Il faut savoir s'ouvrir aux autres. Il faut savoir mettre en confiance, il faut savoir avoir confiance aussi. Quand on travaille dans l'informatique, on travaille à aussi beaucoup d'organisationnel et donc je me suis penchée sur la question. Comment faire en sorte que tout marche mieux? Eh bien, il existe des gens qui ont réfléchi à ça et qui ont écrit ce qu'on appelle des ensembles de bonnes pratiques. Il y en a une qui existe dans le monde de l'informatique qui s'appelle l'ITIL. L'ITIL, c'est, pour faire court, le fait de considérer que tout travail que l'on fait pourrait finalement se concevoir comme un programme informatique. On donne quelque chose en entrée, on fait une petite moulinette au milieu et on obtient quelque chose en sortie. C'est ce qu'on appelle un processus. Eh bien, tout ce que l'on fait aujourd'hui, finalement, pourrait très bien s'imaginer, se concevoir comme si l'on le modélisait dans un processus. Certains processus ont une moulinette au milieu qui va pouvoir être fait par une machine et d'autres qui nécessitent une intelligence. Tout processus qui nécessite une intelligence ne peut être fait que par un être humain. Alors l'intelligence artificielle, je suis d'accord, ça peut exister et on va vers là, mais on n'aura jamais, et en tout cas je le souhaite, on n'aura jamais un monde qui peut vivre sans l'humain, parce qu'à un moment donné, ce monde artificiel, il peut tomber en panne, et là il n'y a que l'humain qui peut le réparer. Alors il y a bien sûr des systèmes autoréparateurs, des circuits de support, des redondances, mais au final, qui fait fonctionner ça, c'est nous. Et donc c'est toutes ces méthodologies de mieux travailler, de permettre de travailler ensemble, de communiquer, sont importantes. Ce qui, moi, m'anime au quotidien, c'est le fait de travailler dans les télécommunications. Pour moi, un protocole de télécommunication, c'est une langue, c'est un langage fabriqué par l'humain, donc très simple en général, c'est juste des grammaires. Contrairement au français, il n'y a pas d'exception. Donc tout fonctionne toujours comme écrit sur le papier. Donc c'est facile en fait. J'admire les linguistes parce que en télécom, on est beaucoup plus simple. Et à quoi ça sert? Eh ben, ça sert à mettre en relation, ça sert à permettre aux gens d'apprendre. Donc parfois, dans un parcours professionnel, à un moment donné, on se dit et moi, comment j'ai envie d'avancer plus loin? Comment j'ai envie de vivre demain? C'est la question que je me suis posée il y a 2 ans. J'aimais beaucoup le travail que je faisais. J'ai recentré, après avoir beaucoup travaillé auprès des clients, j'ai recentré mon activité vers les métriques, vers le fait de pouvoir mieux mesurer pour mieux anticiper. Et puis j'avais envie de faire différent. Donc je vous passe tous les parcours de la conception aussi de sites, d'outils web ou d'interfaces. Mais au final, je trouvais qu'il y avait moins d'humains, il y avait moins de finalité dans ce que je faisais. Et donc j'ai choisi de rejoindre l'Université européenne de Bretagne, qui a accepté d'accueillir mes compétences, parce que j'avais envie de voir le fruit de mon travail immédiat. Parfois, on a envie de voir tout de suite à quoi ça sert. Et c'est ce qui est possible à l'université parce que je vois les salles fonctionner, je vois les étudiants s'en servir. Aujourd'hui, on s'en sert. Et ça, c'est une chance incroyable. Donc, je pense que ce que je retiendrai effectivement, c'est qu'il faut savoir saisir ces opportunités. Pour moi, l'UEB, ça a été une annonce une fois trouvée sur Internet. Et je me suis dit, mais oui, ça existe et il faut y aller. Faut pas hésiter à tenter. Quand j'ai choisi mon diplôme d'ingénieur, j'ai eu aussi beaucoup d'échos me disant « Attention, est-ce que c'est raisonnable ? C'est une école qui se lance. » J'ai fait partie de la 2e promotion. Aujourd'hui, c'est une grande et belle école. Je suis très fière d'être de cette 2e promotion. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il faut y aller.
Et c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas travailler dans le monde de l'informatique. On était 6 femmes sur 100 quand j'étais à l'école. Aujourd'hui, j'ai la chance de travailler dans un monde beaucoup plus féminin. Et pourtant, je ne regrette pas ces années aussi où il y avait beaucoup d'hommes autour de moi. J'ai parfois été dans des étages de bureau où c'était bien, il n'y avait pas du tout la queue aux toilettes pour les femmes. Ça, j'étais la seule de l'étage, donc c'était simple. Mais ça apporte aussi une richesse dans la diversité. Et on n'est pas non plus dans un milieu où on est déconsidéré et on n'est plus autant de Marie Curie. Les femmes ont fait du travail pour nous avant. Vous allez maintenant pouvoir poser des questions, mais alors auparavant, je crois que Lannion va nous quitter parce que les élèves qui sont à Lannion ont un impératif horaire, donc ils vont partir. Et donc on les remercie. Et donc maintenant, c'est le moment pour vous de poser quelques questions à nos différents orateurs. Bonjour, ici à Brest, il n'y a pas de questions. Merci. Moi, j'ai l'impression que vous êtes tous pris par le temps. Je ne sais pas si je me trompe. Tu dis quoi? Je parle plus fort. Oui. À Lorient, on a une question. Ouais. Dans quel domaine on fait le plus de maths? En informatique et dans le domaine des télécommunications, on a besoin de mathématiques. Ça n'est pas un absolu, c'est-à-dire on n'a pas nécessairement besoin d'être mathématicien pour faire de l'informatique. Je parle plus fort, excusez-moi. On n'a pas nécessairement besoin de faire des mathématiques pour faire de l'informatique, mais il y a beaucoup de mathématiques pour 2 raisons. Par exemple, votre téléphone mobile, il est bourré de mathématiques en fait. Pour transmettre des signaux, on s'appuie sur des techniques mathématiques qui sont extrêmement élaborées et qui sont conçues par les spécialistes de télécommunications. Donc ça, c'est bourré de mathématiques, un téléphone. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Et par ailleurs, il y a une autre raison pour faire des mathématiques en informatique, c'est que écrire un programme, comme on dit coder, parce qu'on appelle ça coder maintenant, écrire un programme, c'est une chose, mais s'assurer que le programme fait ce qu'on veut qu'il fasse, c'en est une autre. Et c'est la préoccupation essentielle aujourd'hui des informaticiens, c'est-à-dire prouver que le programme que l'on écrit satisfait ce qu'on veut qu'il fasse. Et ça s'appelle de la logique, et c'est des mathématiques assez compliquées. Donc on peut trouver en informatique des mathématiques, ça vous inquiétez pas, il y en a. On peut aussi faire de l'informatique ou du numérique sans nécessairement être mathématicien. Une nouvelle question à Lorient. Juste une question sur les autodidactes, puisque vous avez parlé de Fab Lab, vous avez parlé de plateformes collaboratives, et on a beaucoup entendu parler d'ingénieurs, techniciens, chercheurs. Est-ce que dans ces domaines-là, le numérique, est-ce qu'il y a aussi pour des autodidactes des possibilités de faire carrière?
Je crois que la réponse est oui. On l'a souvent entendu dans les métiers qui nous ont été présentés, les parcours qui nous ont été présentés. Il y a des gens qui ont suivi des cursus assez complets, mais il y a d'autres personnes qui venant de disciplines différentes ont appris. Maintenant, on peut aussi se demander pourquoi on pose la question d'être autodidacte en informatique. On aurait du mal à imaginer un médecin autodidacte. En tout cas, ça poserait quelques questions. Donc je pense que dans ce domaine comme ailleurs, il faut aussi acquérir des connaissances, que ce soit seul ou avec quelqu'un. En informatique, il y a des cursus de, je dirais, récupération pour les autodidactes. Donc, des bons autodidactes, s'ils veulent ensuite vraiment faire carrière, il faut qu'ils suivent 1 ou 2 modules ou une année au niveau, ça ne savez pas à quel niveau ils sont, mais Bac plus 3 ou Bac plus 5, ça existe, et ensuite faire carrière. Ça, c'est possible. Par exemple, moi l'année où j'étais en DESS, dans ma promotion, il y avait 3 personnes qui venaient d'un autre horizon en fait, voilà, et qui ont raccroché les wagons de l'informatique. Une dernière question à Rennes. Est-ce que je peux juste faire une précision sur les autodidactes là? Non. Dans mon ancienne boîte, moi, on a embauché quelqu'un un jour. Et il était autodidacte depuis ses 10 ans, il programmait des programmes. D'ailleurs, il avait fait un programme qui avait été racheté par Microsoft. Et il a jamais fait d'études d'informatique. Et en fait, on l'a embauché juste sur son portfolio. Parce qu'en informatique, comme dans le web ou des choses comme ça, le portfolio, c'est hyper important. Et à partir du moment où on prouve qu'on sait faire des choses, ça peut suffire à rentrer dans des entreprises, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin de faire d'études particulièrement si on est hyper fort tout seul. On va s'ennuyer des fois à l'école, hein, concrètement. Donc, je n'étais pas forcément d'accord avec ce que vous disiez, en fait. Voilà, je voulais le dire. Moi, je voulais savoir si vous étiez conscient que la technologie... J'ai une question, en fait, c'est... vous aviez dit tout à l'heure que l'informatique allait créer des emplois, mais en fait, ça va aussi en détruire beaucoup plus. Parce qu'en fait, les machines vont bientôt remplacer les hommes vont bientôt remplacer les ouvriers, je veux dire. Mais alors là, du coup, on va se retrouver avec des ouvriers sans emploi, donc ça va pas faire baisser les chiffres du chômage, quoi. Je garde la question, mais il y a une question aussi à Rennes, et puis on va répondre ensuite aux deux, et puis on sera amené à conclure. Question à Rennes. Moi, je voulais savoir si vous étiez conscient que la technologie, ça peut avoir des effets néfastes sur les hommes, quoi. Et notamment, principalement chez les jeunes, quand on voit les jeunes rester sur leur PlayStation au lieu d'aller dehors, ou de voir les gens rester scotchés sur leur téléphone. Est-ce que ça vous choque, ça? Alors, ça m'amène en fait aussi à la conclusion que je voulais donner, parce qu'on a entendu plein de choses et je vais répondre aussi un petit peu à ces questions. Moi, j'ai entendu dans les questions que vous avez posées et puis dans les remarques qui ont été faites, beaucoup de questions tournaient autour est-ce que l'être humain reste présent là-dedans? Ça, j'ai beaucoup entendu ça. J'ai entendu une autre question que j'ai trouvée aussi intéressante, c'est combien on gagne. Mais c'est une question qui est parfaitement légitime, de savoir si on a des métiers et une activité dans ce domaine. Et puis j'ai aussi beaucoup de questions qui témoignent finalement d'une grande peur. C'est assez impressionnant. Mais bien sûr, vous avez entendu aussi que ce qui a été dit notamment par Michel Briand, c'était tout cet aspect mettre en relation, travail collaboratif, intelligence collaborative. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même très très humain. Et c'est étonnant de voir que cet aspect-là est vu systématiquement de façon négative. Alors bien sûr, l'autre aspect négatif des choses, c'est on échange. Donc on échange des informations, on rentre dans des réseaux, donc on peut être observé
par la NASA, par tout ce que vous voulez. Encore que là-dessus, je vais avoir une position assez simple. Je ne sais pas comment quelqu'un aujourd'hui serait capable de regarder tout ce que tout le monde fait sur la Terre. C'est juste un peu absurde. On enregistre peut-être tous les mouvements, mais c'est même pas la peine d'imaginer que quelqu'un va aller regarder ce que moi, ma petite personne, dans mon petit coin, je fais toute la journée et puis me fliquer. J'y crois pas une seconde. Bon. Ceci étant, c'est vrai que cette préoccupation de protéger les données, de sécuriser, c'est une préoccupation qui va avec le fait d'échanger cette information. Donc voilà, c'est des questions que vous avez posées qui sont je trouve très intéressantes. Sachez que les personnes qui sont dans ces domaines-là, je pense que toutes les personnes des métiers qui ont été présentés se posent aussi ces questions. Et on ne sait pas forcément dans quelle direction ça va aller. Mais notre monde, il est comme ça. Et donc, on est amené à y réfléchir et à répondre à ces questions ensemble. Mais je voudrais quand même insister sur les notions qui ont été présentées, l'intelligence collective, les relations. Beaucoup de gens ont dit que c'était finalement ces activités qu'on avait dans le numérique étaient des activités éminemment de relations humaines, etc. Donc voilà, c'est pas une conclusion, c'est juste pour vous des mots que j'ai entendus et que j'ai relevés. Je pense qu'on va essayer plus tard, si vous êtes intéressés, si les classes sont intéressées, si l'académie est intéressée, à prolonger ces échanges par des rencontres ou des visites de laboratoire qui permettront peut-être de poser des questions plus directes. Puis il y en a parmi vous qui ne sont pas forcément intéressés par ces sujets, mais sachez que de toute façon, cette évolution du numérique, elle touche tous les domaines, elle ne va pas détruire tous les domaines, on aura besoin. On ne sera pas dans un monde virtuel, on a un monde réel, on a des choses à faire, on va continuer à construire des bâtiments, des voitures, on va continuer à soigner des gens, mais on le fera probablement différemment, et c'est ça un petit peu qui intervient. Voilà, juste avant de conclure, on avait placé cette journée juste l'avant-veille des vacances, donc vous allez partir en vacances, et je vous souhaite des bonnes vacances, et pas nécessairement penser au numérique.